aujourd'hui on va parler un petit peu de la séquence 2, on va parler des solutions aqueuses, on va voir que c'est un exemple de mélange, on a vu les mélanges dans la première partie. Donc pour le plan, dans la première partie, on va parler de la préparation d'une solution aqueuse, on va voir un petit peu les termes de vocabulaire. Ensuite on parlera de la concentration en masse, on verra ensuite la notion de dilution et on finira par parler rapidement des dosages par étalonnage. Donc la préparation des solutions aqueuses. Alors, qu'est-ce qu'une solution aqueuse déjà? Donc on va parler du mot solution. Une solution, on a dit que c'était un mélange. Plus précisément, ça va être un mélange liquide homogène. Donc forcément, si on a un mélange, on a plusieurs espèces chimiques, au minimum 2. Donc dans notre mélange, on va avoir une espèce chimique qui va être majoritaire, c'est ce qu'on va appeler le solvant. Donc c'est une espèce chimique qui va être liquide et qui va tout simplement être majoritaire dans le mélange. Donc nous, on va parler de solution aqueuse. Donc le solvant sera toujours le même, ce sera tout simplement de l'eau. Donc le terme aqueux se réfère à l'eau. Maintenant qu'on a le solvant, on va y dissoudre une espèce chimique à l'intérieur, et cette espèce chimique que l'on va pouvoir dissoudre à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un soluté. Un mélange liquide homogène, c'est-à-dire une solution, est composé d'un solvant et d'un soluté. Et on parle évidemment de mélange homogène parce que ça va constituer qu'une seule phase. Le soluté doit être intégralement dissous dans le solvant, et sinon on va parler effectivement de solution saturée. Des exemples de solutions. Vous avez tout simplement, si vous prenez du sel que vous mélangez dans l'eau, vous allez obtenir une solution d'eau salée. Même chose pour le sucre, solution d'eau sucrée. Si vous servez un verre de sirop, par exemple, du sirop de menthe tout simplement, vous allez également obtenir une solution avec le solvant, l'eau, et le soluté qui sera le sirop de menthe. Donc le soluté n'est pas toujours une espèce solide, hein. Ça peut être un liquide qu'on va dissoudre à l'intérieur de notre solvant. On va passer maintenant à la préparation d'une solution aqueuse en elle-même. Donc on a différentes étapes. Alors déjà, on va pouvoir parler de dissolution si l'on dissout un soluté solide dans un solvant. Donc par exemple, on va pouvoir choisir comme soluté du permanganate de potassium solide que l'on va dissoudre à l'intérieur de notre solvant, c'est-à-dire de l'eau, vu qu'on est en solution aqueuse, et on va former donc une solution aqueuse de permanganate de potassium. Donc là, vous voyez la verrerie à droite, c'est ce qu'on appelle une fiole jaugée, et une dissolution s'effectuera toujours dans une fiole jaugée pour être vraiment précis sur le volume de solution finale. Alors moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de connaître un petit peu la masse de soluté que j'ai introduit dans ma solution, et pour ça, on va parler de concentration. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai deux solutions aqueuses qui ont des concentrations en masse de permanganate qui sont différentes, on le voit directement à la couleur, et on va en fait parler tout simplement de concentration en masse. Donc la concentration en masse d'un soluté correspond à la masse de soluté par unité de volume. Je le répète, quand je parle d'unité de volume, ça peut être pour 1 litre, pour 1 millilitre, pour 1 mètre cube. Donc la formule qui vous est présentée en dessous, la concentration massique, est égale tout simplement à la masse de soluté que l'on va dissoudre dans la solution. Pour les unités, toujours le même système d'unités. Pour la masse, dans les unités du système international, elle est exprimée en kilogrammes. Le volume sera toujours exprimé en mètres cubes, et donc la concentration massique est en kilogrammes divisé par des mètres cubes en kilogrammes par mètre cube. Bon, c'est pas des unités qui sont très pratiques au quotidien. Pour nous, en TP, un petit peu comme pour la masse volumique, on va utiliser un autre système d'unités. Généralement, on utilisera le gramme par litre, voire le gramme par millilitre, ou encore le kilogramme par litre, mais l'unité la plus utilisée par nous, ce sera le gramme par litre. Donc voilà, bien comprendre que si l'unité que l'on utilise c'est le gramme par litre, ça va correspondre à une certaine masse exprimée en grammes que l'on aura dissous dans 1 litre de solution. On va faire un exemple de calcul directement. On va essayer de déterminer la concentration en masse de sucre dans un soda. Et on va exprimer cette concentration en grammes par litre. Donc là, j'ai une canette de soda classique et on voit qu'on a 7 morceaux de sucre à l'intérieur. Donc je vais déjà essayer de calculer la masse de sucre présent dans une canette en prenant une valeur qui vous serait donnée en exercice d'environ 5 grammes pour un carré de sucre. J'obtiens une masse de sucre égale à 7 x 5, 35 grammes. Le volume d'une canette est égal à 33 centilitres, mais moi j'aimerais bien exprimer mon résultat en grammes par litre, donc je vais faire ma conversion directement de centilitres à litre, et dans 1 litre vous avez 100 centilitres, donc ça me donne 0,33
Si je fais directement mon application numérique, la concentration en masse de sucre dans un soda, j'utilise ma formule vue précédemment, concentration massique est égale à la masse de sucre divisée par le volume de ma solution. Je remplace par mes valeurs, 35 grammes divisé par 0,33 litres, et j'obtiens un résultat d'environ 106 grammes par litre. Donc ça signifie que dans 1 litre de coca, on a 106 grammes de sucre. Cette valeur, vous pouvez évidemment la retrouver à l'aide d'un produit en croix, d'une règle de proportionnalité. Si j'ai 35 grammes dans 33 centilitres, j'ai quelle masse dans 1 litre? Et on trouve évidemment le même résultat. Une des sources d'erreur fréquentes dans ce chapitre, c'est de confondre la masse volumique que l'on a vue précédemment et la concentration en masse. En effet, si on regarde les différentes formules, elles vont se ressembler un petit peu. Là, je vous ai remis la formule de la masse volumique et de la concentration massique. Masse volumique, masse de la solution divisée par le volume de la solution, tandis que la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre toujours en indice solution soluté, parce que sinon c'est M divisé par V et vous allez très vite vous perdre. Donc on va essayer de refaire les deux calculs pour notre canette de soda par exemple. Donc pour la concentration en masse ça a déjà été fait, je vous remets directement le résultat, on vient de trouver 106 grammes par litre. On peut faire le calcul de la masse volumique d'une canette de soda. Et bien pour ça, il faudrait directement que je pèse le liquide, la solution en entière, sans la canette évidemment, et si on réalise cette mesure, on va trouver une valeur de 342 grammes. Donc mes 33 centilitres de solution vont avoir une masse totale de 342 grammes. Et à partir de là, je vais pouvoir calculer la masse volumique, donc la masse de ma solution divisée par le volume, 342 grammes divisé par 0,33 et je vais trouver un résultat d'environ 1036 grammes par litre. Donc, que signifient ces deux résultats ? La masse volumique, ça veut dire que 1 litre de solution, au total, la masse de la solution va peser 1036 grammes, tandis que mon résultat à droite, sur la concentration massique, là, on parle seulement du sucre qui est dissous en solution, donc j'aurai une quantité de sucre égale à 106 grammes dissous dans 1 litre. Donc attention, malgré le fait que les unités soient identiques dans ce cas, ça ne représente vraiment pas la même chose. Donc maintenant, on va parler rapidement de la dilution. Alors voici une image où vous avez différentes solutions de permanganate de potassium à des concentrations plus ou moins élevées. Donc on voit bien qu'à gauche, j'ai une concentration qui est plutôt élevée, et au fur et à mesure que je me déplace vers la droite, j'ai des concentrations qui sont de plus en plus faibles, donc j'ai une masse de permanganate qui est dissous dans l'eau qui est de plus en plus faible. Pour obtenir ces différentes solutions, on est parti de la première solution et on a rajouté de l'eau à chaque fois afin de diluer ces différentes solutions et donc d'en diminuer la concentration. Donc une dilution consiste à ajouter de l'eau, du solvant en général, mais vu que nous on parle de solution aqueuse, on va parler d'eau, dans une solution afin d'en diminuer la concentration. C'est bien résumé sur ce schéma ici, et on vous introduit aussi un petit peu de vocabulaire. Donc à gauche, dans mon premier bécher, j'ai un certain volume qui est assez faible de solution mère, ce qu'on va appeler la solution de base, la solution mère, et elle est à quelle concentration ? Eh ben, elle est à sa concentration massique, et j'écris virgule mère. Okay ? Donc c'est la concentration massique de ma solution mère. On peut voir qu'on a rajouté de l'eau, on a rajouté du solvant, on a dilué ma solution, et je suis arrivé à la fin à une solution phi avec un certain volume V phi et une certaine concentration massique phi. Donc évidemment, si on réfléchit un petit peu, la concentration massique de ma solution mère est plus élevée que la concentration massique de ma solution phi, mais par contre, le volume de ma solution mère, on le voit, est plus faible que le volume de ma solution phi. En fait, il va y avoir un lien entre tout ça, et on va pouvoir définir ce qu'on appelle le facteur de dilution. Donc le facteur de dilution va tout simplement calculer le rapport entre la concentration massique de ma solution mère et la concentration massique de ma solution phi. Et on va trouver une certaine valeur qui va être mon facteur de dilution grand F. Par exemple, si la concentration massique mère est 10 fois plus grande que la concentration phi, je fais ce calcul et je vais obtenir un facteur de dilution égal à 10. Je peux faire la même chose avec les volumes. Imaginons que le volume de ma solution phi soit 10 fois plus grand que le volume de ma solution mère. Je vais calculer le rapport entre les deux et je vais également trouver le même facteur de dilution qui sera égal à 10. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de comprendre ces formules. Imaginons que j'ai une solution mère
qui possède un volume de 10 ml, je rajoute de l'eau jusqu'à la graduation des 100 ml, j'aurai dilué 10 fois ma solution. Donc le volume sera 10 fois plus grand vu que j'aurai rajouté de l'eau, par contre la concentration sera 10 fois plus faible. Et donc on peut voir que le facteur de dilution est toujours un nombre qui va être supérieur à 1. La concentration de ma solution mère est toujours plus grande que celle de la solution phi, et le volume de la solution phi est toujours plus grand que le volume de la solution mère. Attention quand même, il y a quelque chose qui est trompeur sur l'image, on pourrait s'imaginer qu'on réalise des dilutions dans des béchers, surtout pas. On a vu ensemble en TP que le bécher était uniquement un contenant. En fait, on va utiliser de la verrerie de précision, comme des pipettes jaugées pour prélever un certain volume de solution mère, et ensuite, comme la dissolution, on va réaliser notre dilution dans une fiole jaugée. Donc on va vraiment utiliser de la verrerie de précision. On va finir notre dernière partie par le dosage par étalonnage. Donc déjà, on peut essayer de définir un petit peu le mot dosage. Un dosage consiste à déterminer expérimentalement la concentration d'une solution inconnue. Alors pour le dosage par étalonnage, plus précisément, on va créer en fait une gamme de solutions étalons. Des solutions étalons, c'est des solutions dont on connaît la concentration en masse parce que c'est vous qui les aurez préparées. Donc ici, j'ai repris mon illustration de tout à l'heure. On a différentes solutions. Vous avez préparé ces solutions, donc vous allez pouvoir calculer directement la concentration massique de ces solutions. Vous savez quelle masse de permanganate vous avez introduit dans la première solution à 0, et vous les avez diluées petit à petit avec des volumes d'eau connus, donc vous allez pouvoir calculer toutes les concentrations de mes solutions phi. Je vais avoir une solution inconnue. Ici, j'ai une solution de permanganate, je ne connais pas sa concentration, j'aimerais bien essayer de la déterminer. Et bien, je vais tout simplement essayer de comparer la teinte et de trouver un encadrement avec deux autres tubes à essai, S0, S1, S2, S3 ou S4. Donc, tout simplement en observant la couleur. Donc ici on peut voir que si on regarde un petit peu la teinte de la solution qui est comprise dans mon tube à essai dont on ne connaît pas la concentration, elle est comprise environ entre la teinte du tube S0 et du tube S1. Donc en fait je vais pouvoir dire que la couleur de la solution inconnue est comprise entre ces deux tubes là, et donc que sa concentration est comprise entre la concentration des solutions S0 et de la solution S1. Donc si je connais la concentration de mes solutions S0 et S1, je vais pouvoir trouver un encadrement pour la concentration de ma solution inconnue. Merci et à bientôt.